Devenez une sentinelle des lacs. Module 1. Les connaissances d'une sentinelle. Dans ce module, nous verrons quelques notions générales, soit le bassin versant et la cohabitation harmonieuse, le cycle des nutriments dans les cours d'eau et les lacs, les sources de pollution de l'eau, les impacts sur les habitats fauniques et aquatiques et les zones sensibles, les cyanobactéries et les éléments pour un lac en santé. Le bassin versant, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un bassin versant? C'est un territoire qui est drainé par un cours d'eau et ses tributaires. La taille et la superficie de ce bassin versant-là va être déterminée par la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire, c'est une ligne qui suit généralement la crête des montagnes. Si la goutte d'eau tombe d'un côté de cette crête de montagne, elle va aller dans un bassin versant, et si elle tombe de l'autre côté de la crête de cette montagne, l'eau va couler dans le bassin versant voisin. Il faut toujours parler d'un bassin versant, faut toujours parler de l'exutoire d'un bassin versant. Donc, on peut parler du bassin versant, exemple, de la rivière Chaudière. On peut parler du bassin versant de la rivière Nemnélis, qui est différente taille de rivière. Chaque bassin versant va être lié à son exutoire. On peut parler aussi du bassin versant d'un petit cours d'eau ou même le bassin versant d'un fossé. Ça arrive qu'on modifie artificiellement un bassin versant. Si, par exemple, les eaux d'un petit cours d'eau sont drainées dans un territoire donné et qu'on fait un fossé ou qu'on contourne les eaux, ça peut arriver qu'artificiellement, on vienne modifier un bassin versant. Généralement, ce n'est pas favorable pour l'environnement. Ça va générer un apport de sédiments. On va augmenter le débit, par exemple, dans un petit bassin versant donné. Et ça va avoir des impacts jusqu'au retour à l'équilibre de ce bassin versant-là. On exprime toujours les bassins versants en superficie. Ça nous donne une idée de la superficie du bassin versant. Ça nous permet de comparer entre eux les bassins versants. Souvent, on va utiliser les kilomètres carrés lorsqu'on parle de superficie de bassin versant. Je vous présente ici une carte de zonage d'un territoire donné pour vous montrer qu'il y a plusieurs usages et activités possibles sur un territoire donné. Comme par exemple ici, en vert pâle, on a toutes les forêts. Partout où il y a du boisé, partout où c'est forestier. En vert un peu plus foncé, on va avoir les parcelles agricoles. Ici, on a un lac, et comme beaucoup de lacs, on a une parcelle autour qui est de la villégiature. Donc là où les riverains sont installés dans la zone de villégiature. On va avoir aussi la zone urbaine, qui est près par exemple d'un village, et on va avoir une zone aussi industrielle, ici dans le cas de ce bassin versant-là. Je vous présente ici la fleur des usages de l'eau qui nous aide à comprendre qu'il y a plusieurs usagers et qu'il y a plusieurs usages qu'on fait de l'eau. Et je veux vous dire que chacun de ces usages-là n'a pas nécessairement besoin de la même qualité de l'eau. Quand on pense à l'industrie qui vient puiser de l'eau dans un cours d'eau, elle n'a pas besoin d'une eau de qualité extraordinaire versus l'eau qu'on veut puiser, par exemple, pour la boire. Ou, par exemple, la qualité d'eau d'une rivière n'a pas d'importance quand il s'agit d'évacuer des eaux usées municipales. Mais pourtant, il faut prendre conscience qu'en aval, il y a des utilisateurs qui utilisent cette eau-là, peut-être même pour la consommation après filtration. Donc, chaque activité va soit entraîner une dégradation de la qualité de l'eau, ou chaque activité va nécessiter une certaine qualité de l'eau. Donc, moins on va polluer notre eau, moins on va polluer nos plans d'eau, nos cours d'eau, plus de possibilités qu'on a pour les usages en aval. Il ne faut pas oublier aussi la faune aquatique, la faune aviaire, la faune terrestre qui utilisent ces écosystèmes-là. C'est leur habitat. Il ne faut pas oublier non plus que les milieux humides, les milieux hydriques, les plans d'eau, les cours d'eau ont une valeur aussi qui est esthétique. Quoi de plus beau qu'un beau coucher de soleil sur un lac? Ça a certainement une grande valeur esthétique. Donc, je vous invite ici à prendre conscience qu'on est plusieurs usagers et que l'eau a plusieurs usages. Chaque usager a des besoins spécifiques. Chaque usager
vont avoir un certain impact sur les écosystèmes qui est plus ou moins important. Mais il faut prendre aussi conscience des efforts de chaque usager à réduire la pollution. Par exemple, l'usage agricole. Grâce à l'agro-environnement, cette science-là qui vient essayer de trouver des solutions pour que les pratiques agro-environnementales soient de plus en plus protectrices de l'environnement. Donc, grâce à ces efforts-là de réduction, les producteurs agricoles et forestiers vont avoir un impact réduit sur la pollution de leurs activités. Il y a un effort qui est fait certainement, des changements de pratiques agricoles. Il y a un effort qui est fait actuellement pour la plupart des acteurs. Les industries, la même chose. Il y a des normes assez sévères de pollution qui font que les usines polluent de moins en moins. Donc, il faut prendre conscience de tout ça pour ensuite être en mesure d'adapter nos discours et nos approches. Donc, je vous dis ici l'importance, oui, de sensibiliser, mais d'une façon adaptée. Une approche adaptée selon à qui on parle. Surtout, éviter la confrontation. Par exemple, si vous confrontez un producteur agricole, peut-être vous ne savez pas tous les efforts qu'il vient de faire, le changement de pratique, des investissements importants qu'il vient d'apporter à sa ferme pour diminuer les sources de pollution, pour se conformer. Donc, c'est important d'être respectueux des autres acteurs de l'eau, des autres usages de l'eau, éviter la confrontation et aussi rester patient, malgré l'urgence d'agir. Oui, pour certains, l'urgence d'agir paraît plus évidente que pour d'autres. On n'avance pas tous à la même vitesse, mais clairement, chaque groupe avance et un pas à la fois, on arrive à diminuer les impacts de nos activités sur les cours d'eau. La situation ne sera jamais parfaite, mais je crois et j'ai confiance que dans un futur assez rapproché, on va parvenir à avoir beaucoup moins d'impact sur notre environnement. Je vais vous parler ici du cycle des nutriments avec l'exemple du phosphore. Je vous montre ici une image, un schéma dans le fond qui montre un peu le cycle du phosphore. Je ne m'arrêterai pas en détail sur chacun de ces points-là. Juste attirer votre attention, les chiffres qui sont présentés ici, ça représente des quantités de phosphore. Lorsque le chiffre est encerclé, c'est un transfert qui a, exemple de l'activité, comme on voit ici l'application d'engrais qui est à 50. Donc, c'est un transfert des activités agricoles, par exemple ici, vers le milieu aquatique. Lorsque le chiffre y est encadré, c'est un stockage. C'est que le phosphore est stocké dans cette catégorie-là. Vous voyez, ici, les chiffres nous donnent un certain ordre de grandeur des différentes activités. Vous pourrez vous attarder un peu plus sur l'illustration, mais ce que je veux que vous reteniez dans ça, c'est qu'il y a un cycle à l'intérieur même du plan d'eau et il y a peu d'échanges qui se fait, il y a peu de sorties de phosphore dans un plan d'eau, contrairement aux entrées, aux possibilités que le phosphore entre dans le plan d'eau, qui sont beaucoup plus importantes. Donc, c'est facile d'entrer dans la chaîne, le phosphore, d'entrer dans le milieu aquatique, le phosphore, mais le ressortir, c'est plus difficile. Les seules façons, on parle du stockage dans les sédiments, mais il faut dire qu'il y a une partie de ce phosphore-là qui est stocké, qui va être réutilisé tout de suite par les plantes aquatiques, qui va être remis en circulation dans le cycle du phosphore. Donc, il y a très peu de phosphore, finalement, qui va être stocké à même le milieu aquatique. Je vous présente ici une étude scientifique que je trouvais vraiment intéressante et je vais prendre le temps de vous la lire et on discutera un peu plus loin. Donc, ça dit « Les excès de phosphore d'origine anthropique transportés par ruissellement dans les bassins versants et l'eutrophisation des milieux aquatiques qui en résultent constituent une sérieuse préoccupation à l'échelle mondiale. Les bassins versants peuvent retenir le phosphore, en particulier dans leur sol, ce qui peut servir de tampon contre une utilisation excessive. Toutefois, l'on ignorait s'il existait un seuil quantifiable pour lequel un bassin versant pourrait dépasser sa capacité optimale de stockage du phosphore, un seuil au-delà duquel les charges dans les cours d'eau
augmenterait considérablement. Dans cette étude, nous avons quantifié un seuil de capacité tampon du phosphore des bassins versants sur la base de données accumulées sur 110 ans dans 23 bassins versants en Amérique du Nord avec des sols agricoles représentatifs du monde entier. Nous avons trouvé un seuil étonnamment bas d'à peine 2,1 tonnes de phosphore par kilomètre carré. Au-delà, d'autres apports de phosphore dans les bassins versants entraînent une accélération significative de la perte de phosphore dans les eaux de ruissellement, les fossés et les cours d'eau. À l'aide d'un simple modèle de décroissance exponentielle, le temps estimé pour éliminer l'héritage de phosphore par ruissellement dans nos bassins versants varie de 100 à plus de 2000 ans. La rapidité avec laquelle le seuil de protection des bassins versants peut être dépassé, considérant les taux actuels d'intrants anthropiques de phosphore et la très longue période pour le retour à l'équilibre, semble indiquer qu'il est urgent de mettre en place de nouvelles stratégies pour concilier les activités des bassins versants et la qualité de l'eau. Donc, oui, ici, on parle d'une urgence d'agir basée sur le fait que les bassins versants ont des limites qui sont très vite atteintes pour stocker le phosphore qu'on va utiliser, notamment en agriculture. Donc, ce temps-là, qui est très long aussi, avant de dégrader, éliminer le phosphore, qu'on appelle ici l'héritage de phosphore, donc c'est l'héritage qu'on lègue finalement aux générations futures de phosphore dans nos plans d'eau. Ça prend vraiment beaucoup de temps avant de l'éliminer. Donc, cette étude-là faisait ressortir l'importance de mettre en place des mesures et de taper sur le clou pour la diminution du phosphore, des émissions de phosphore. La section 3. Je vous présente ici les grands groupes de polluants. On a déjà parlé un peu des nutriments, du phosphore principalement, mais il y a aussi les nitrates. Les nitrates, c'est un élément qu'on retrouve dans l'environnement qui est quand même déjà présent dans l'environnement et les plantes n'en ont pas besoin d'une grande quantité. Il est disponible la plupart du temps. Le phosphore, lui, est plus limitant pour la croissance des plantes. Dès qu'on en ajoute un petit peu dans l'écosystème, ça favorise énormément la croissance des plantes. Juste pour vous donner une proportion, un seul gramme de phosphore dans l'eau va favoriser la croissance de 500 grammes de plantes aquatiques. Donc, le ratio est de 1 pour 500 environ. Donc, le phosphore dans l'eau, c'est le phosphore qu'on parle le plus parce qu'une fois dans l'eau, favorise beaucoup la croissance, la prolifération des plantes aquatiques, des cyanobactéries également. On va reparler un peu de tout ça un peu plus loin. Un autre grand groupe, c'est les pesticides, des composés chimiques qui peuvent avoir un impact sur la faune et la flore aquatique lorsqu'elles se retrouvent dans les cours d'eau. Il y a aussi les hydrocarbures, la même chose. Les hydrocarbures proviennent, par exemple, de déversements accidentels d'essence, d'huile, qui pourraient atteindre les plans d'eau et avoir un certain impact aussi. Les hydrocarbures, souvent, vont être photodégradés par les rayons UV du soleil. C'est une façon de purifier, en fait, de contraindre un déversement d'hydrocarbures naturellement, mais aussi les bactéries vont pouvoir dégrader. Certaines bactéries sont spécialisées pour dégrader des hydrocarbures dans l'environnement. Il y a aussi les bactéries qui proviennent des excréments animaux ou humains. On parle des E. coli, Escherichia coli. C'est une bactérie qui peut affecter l'écosystème aussi lorsqu'elle se retrouve dans l'environnement. Il y a les métaux lourds. Les métaux lourds, une des sources principales, c'est beaucoup pour les plans d'eau qui ont été inondés ou créés artificiellement parce que des métaux lourds, on en retrouve dans le sol naturel. Donc, un sol qui aurait été inondé, qu'on pense aux grands barrages, par exemple, dans le nord du Québec, l'inondation de ces territoires-là a entraîné des forts taux de métaux lourds dans l'eau. Donc, le métaux lourd peut entrer dans la chaîne alimentaire et devenir une problématique à ce niveau-là. Les déchets plastiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des îles de plastique dans l'océan. Ça représente un fléau quand même important, un impact vraiment important pour toute la faune océanique qui va être affectée par ces déchets plastiques-là. Il y en a de plus en plus de ces îles de plastique et qui grossissent. Donc, c'est vraiment un fléau assez inquiétant.
Il y a aussi les résidus médicamenteux. Avec la quantité de médicaments qu'on consomme, les humains, ils ne sont pas tous utilisés. Donc, on va les retrouver dans nos excréments, dans nos déchets. Donc, ces médicaments-là, ces traces-là peuvent finalement aller dans l'eau et affecter la faune et la flore. Je vous donne ici l'exemple, par exemple, de la pilule anticontraceptive qui va se retrouver dans l'océan et qui va affecter la faune. Il y a des études qui sont menées actuellement sur des cas d'infertilité chez le beluga qui viendraient justement de cette pilule anticontraceptive-là qui est utilisée largement. Donc, nos résidus, nos activités ont souvent des impacts pour l'environnement et les écosystèmes. Les sources de phosphore naturelles, on a plusieurs ici. Il faut dire que le phosphore, ce n'est pas toujours l'humain qui le génère, qui l'entraîne dans le milieu. Il va y avoir 6 principales sources ici de phosphore. Donc, le premier, c'est l'érosion de certains types de roches. Oui, la roche contient du phosphore. Il y a la roche-mère qui contient une certaine quantité de phosphore. Lorsqu'il y a érosion, il y a toujours érosion naturellement de cette roche-mère-là. Donc, ça va apporter une certaine quantité de phosphore dans les écosystèmes. Il y a les eaux de ruissellement des bassins versants. Prenez l'exemple d'un flanc de montagne après un orage. Il va y avoir ruissellement vers les cours d'eau. C'est cette eau-là qui ne sera pas d'une propreté impeccable, mais qui va avoir entraîné un peu de matière organique, un peu de particules de sol, va avoir aussi un impact dans l'environnement, mais c'est naturel. Il y a les déjections des animaux sauvages. Il y a aussi la décomposition de la matière organique comme telle qui va permettre et rendre disponible une certaine quantité de phosphore qui pourrait être entraînée par le ruissellement dans les cours d'eau. Il y a aussi les sédiments naturellement accumulés dans les lacs. Le fond des lacs, il y a une certaine quantité de phosphore qui s'accumule. On pense à la chute des feuilles à l'automne. Bien, ces feuilles-là vont descendre dans le fond des cours d'eau, des plans d'eau, et vont se décomposer et vont rendre disponible du phosphore suite à cette décomposition-là de cette matière-là, et c'est naturel aussi. Les barrages de castors, c'est aussi une source. Oui, les barrages peuvent capter une certaine quantité de sédiments qui contient du phosphore, évidemment, mais cette captation-là est pas toujours durable. C'est-à-dire que si le barrage de Castor va céder un jour ou va être détruit ou peut-être parce qu'il est abandonné par les castors va finir par se détruire, ben la boue qui va en résulter, qui va être expulsée, contient du phosphore. Donc, ça reste quand même une source, les barrages de Castor, de phosphore, bien que un barrage qui se végétalise et qui demeure en place, qui se solidifie, qui devient pérenne dans le temps, ce barrage-là, lui, va accumuler du phosphore, va en retenir, ça va former un petit milieu humide, mais tout dépend de la taille du cours d'eau en question aussi. Les sources humaines maintenant de phosphore, une des principales, c'est l'érosion des sols. Que ce soit l'érosion des sols en voirie. On va avoir un module sur la voirie, l'entretien des fossés, les sols mis à nu dans le fond en agriculture. Aussi, par exemple, un champ fraîchement labouré suite à un orage, ben, l'eau qui va couler dans les fossés ne sera pas claire, va contenir des particules de sol, des matières organiques, des limons qui contiennent du phosphore. Ensuite, il y a le drainage agricole et forestier. Parfois, le drainage lui-même, le fossé de drainage lui-même va être une source de phosphore, mais parfois, c'est l'accumulation du drainage sur un territoire donné qui va devenir problématique. Un bassin versant qui devient de plus en plus drainé, ça augmente le débit dans les petits cours d'eau. Un petit cours d'eau qui n'est pas habitué d'avoir une certaine quantité d'eau et là qui tout d'un coup se voit recevoir des quantités d'eau supplémentaires, mais le petit cours d'eau va s'éroder et il va par conséquent entraîner du phosphore vers les plans d'eau en aval. La fertilisation,
On l'a vu avec l'étude tout à l'heure, c'est pas tout le phosphore qu'on met qui peut être retenir. Le sol a une capacité d'en retenir beaucoup, une certaine quantité, mais la fertilisation intensive va certainement avoir un impact aussi pour les cours d'eau. Le rejet des eaux usées, qu'il soit pour les installations septiques privées, autonomes ou les rejets plus importants des municipalités, bien qu'on essaie de plus en plus de contrôler les apports, de diminuer le phosphore, il reste que ce sont des sources de pollution quand même importantes en termes de phosphore pour les cours d'eau et les plans d'eau. Les savons et les détergents qui contiennent encore, pour certains, de moins en moins, mais certains savons et détergents contiennent encore un peu de phosphore. C'est appelé à de plus en plus disparaître, cette utilisation du phosphore dans les savons et les détergents. Et le dernier, les cendres à proximité des lacs, les feux de camp, les feux de joie sur le bord des lacs. C'est important de gérer ces cendres, de les éliminer, de ne pas les laisser dans la nature. Ils peuvent partir par le vent ou par ruissellement, atteindre le lac, et ils contiennent un peu de phosphore également. Maintenant, ça m'amène à vous parler des impacts sur les habitats fauniques et aquatiques et les zones sensibles. Donc, je vous fais apparaître ici quelques images éloquentes d'impact. Ici, on a des impacts de déversement d'hydrocarbures, par exemple. Vous voyez la bernache ici qui a subi les effets d'un déversement d'hydrocarbures. On a des impacts comme ça qui sont majeurs sur les lacs et les plans d'eau. On a ici aussi l'image d'un canard qui circule dans le limon, dans des algues filamenteuses qui originent probablement d'une pollution humaine. On a d'autres exemples de déchets aussi, avec le petit oiseau à côté d'une canette de boisson gazeuse. Donc oui, on a clairement des impacts. Certains paraissent plus que d'autres. Ces impacts-là, on peut les voir aussi par l'apparition de cyanobactéries, donc le phosphore qui se retrouve en trop grande quantité dans le milieu aquatique va être utilisé par les cyanobactéries et ça va conduire à des éclosions de cyanobactéries. Les plantes exotiques envahissantes, c'est aussi un impact. Les plantes qu'on va avoir transportées. Ici, on a une photo de Myriophylle aepi. Vous voyez la densité ici du Myriophylle aepi. Donc, ça va nuire aux usages possibles du plan d'eau. C'est un autre impact de l'humain. Les plantes aquatiques qui aiment se baigner dans du limon, dans des algues filamenteuses, c'est pas très agréable. Clairement, on a un impact aussi. Ceci, c'est par les apports de phosphore qu'on amène dans l'eau, les sédiments, les sols à nu, on a vu les sources de phosphore, tout ça va être utilisé par les plantes et ça va changer le milieu. L'envasement aussi des plans d'eau. Le fond des lacs se remplit progressivement de sédiments. Ici, je voulais vous expliquer le principe d'eutrophisation des lacs. Je vous donne ici l'image d'un lac oligotrophe avec les caractéristiques et le vieillissement d'un lac, c'est le phénomène d'eutrophisation. L'image à droite, c'est un lac eutrophe avec ses caractéristiques. Donc, un lac qui est oligotrophe, c'est un lac qui est jeune dans son stade de développement. Il va être caractérisé par des eaux claires, fraîches, peu de végétaux aquatiques, une eau bien oxygénée, un fond de roche, de gravier, de sable. On va y retrouver beaucoup d'espèces d'animaux, une riche biodiversité. Les lacs vieillissent aussi naturellement. On a vu les sources naturelles de phosphore tout à l'heure. L'humain va accélérer cette eutrophisation-là, nos activités humaines. Et un lac eutrophe se caractérise à l'inverse par des eaux peu transparentes, plus chaudes, plus de végétation aquatique, moins d'oxygène. Le fond va devenir vaseux et à long terme, on va diminuer la quantité d'espèces animales, donc une perte de biodiversité. Je vous présente ici des zones sensibles. Ici, cette image est tirée du dépliant qu'on a produit dans le cadre de la campagne régionale de sensibilisation aux plantes exotiques envahissantes. C'est notre grand dépliant, je vous montre un côté, qui présente certains milieux sensibles qu'on a sur le territoire de la MRC du Granit.
Vous les avez ici. C'est pour vous montrer qu'on a des milieux, des endroits qui sont identifiés comme sensibles. Sensibles ici, qu'on a jugé sensibles pour où, par exemple, l'apparition d'espèces exotiques envahissantes aura un impact quand même important dans ces milieux-là, parce que c'est des milieux plus rares, plus sensibles, plus fragiles. À l'est du territoire, je vous présente ici les autres milieux qui sont nos zones sensibles identifiées dans notre campagne de sensibilisation. Donc, chacun de nos impacts a des conséquences. Et quand on affecte des zones aussi sensibles que ces zones-là, et là, on va perdre des richesses. On va perdre une richesse environnementale, une richesse écologique qui sont présentes dans ces zones-là qui sont plus riches en biodiversité ou plus sensibles. Quelques mots sur les cyanobactéries. Donc, une cyanobactérie, c'est un peu un mélange entre un algue et une bactérie. Ils sont capables de photosynthèse, donc elles vont faire ils vont produire de l'oxygène, ils vont produire du sucre à partir de l'eau et du gaz carbonique. Elles ont de la chlorophylle, les cyanobactéries, ce qui leur permet de faire de la photosynthèse. Elles sont aussi des bactéries en même temps. Donc, ils ont une absence de membrane nucléaire. Elles ont une aptitude à fixer l'azote atmosphérique aussi. Donc, l'azote n'est pas un facteur limitant pour eux. Donc, c'est des organismes qui sont assez efficaces dans leur milieu. On les retrouve naturellement dans les plans d'eau. Où est-ce que ça dérange? C'est quand les cyanobactéries vont avoir des éclosions importantes. Donc, souvent dû à des apports de sédiments qui contiennent du phosphore, donc l'élément nutritif qui est limitant pour la croissance des cyanobactéries, c'est le phosphore. Donc, lorsqu'ils se retrouvent en grande quantité dans un plan d'eau, dans un lac, c'est là qu'on va avoir un bloom de cyanobactéries. Ça ressemble à un peu de la peinture dans l'eau qu'on aurait échappé. Donc, c'est assez dense. Et quand on a affaire à un bloom, je vous conseille de signaler la présence au ministère de l'Environnement. Il y a aussi, via le réseau Sentinelle des lacs du COGESAF et du Conseil régional en environnement de l'Estrie. Lorsqu'on a affaire comme ça à cette concentration-là de cyanobactéries, il faut éviter le contact avec la peau, surtout éviter d'en boire. Ça pourrait représenter un risque pour la santé. En fait, c'est les toxines qui peuvent contenir les cyanobactéries qui sont néfastes pour la santé. On appelle ces toxines-là des cyanotoxines. Ce ne sont pas toutes les espèces de cyanobactéries qui produisent des cyanotoxines. Cette toxine-là, chez les espèces qui en produisent, ça sert dans le fond à être plus compétitif dans le milieu. Donc, si tu produis une toxine, tu vas prendre la place dans le milieu. Donc, ça va vraiment affecter les autres espèces, puis tu vas pouvoir bénéficier du milieu. Donc, c'est ça la cyanotoxine. Comme je vous disais, ce n'est pas toutes les cyanobactéries qui en produisent. Donc, ce n'est pas chaque fois qu'on a un bloom comme ça, cette apparence-là, qui a un risque pour la santé. Mais on ne prend pas de chance. Dans quelques cas, on peut avoir ce risque-là. Normalement, ce qu'on voit dans l'eau, la plupart du temps, là, c'est des petits points dans la colonne d'eau. Il faut vraiment porter attention. On regarde l'eau de proche, puis on va voir des petits points. Ça, il y en a pratiquement tout l'été, dès la fonte des glaces. On commence à voir ces petits points-là et dans l'été, généralement, ça devient de plus en plus dense, ces petits points-là. Quand c'est sous forme de petits points comme ça, la baignade est possible. Idéalement, éviter d'avaler cette eau-là. À peu près tous les lacs vont avoir un certain taux là, de cyanobactéries de ce genre-là. La baignade est possible, mais on évite de boire l'eau. C'est important aussi de ne pas confondre les cyanobactéries avec le pollen. On a des éclosions de pollen périodiquement. Le pollen va avoir plus une tendance jaune que verte. Et le pollen va rester plus en surface. Et il ne descendra pas dans la colonne d'eau. Il ne sera pas comme une peinture qu'on déverse. Il va plutôt former un film à la surface de l'eau.
Pour bien distinguer les cyanobactéries, je vous invite à télécharger le guide d'identification produit par le gouvernement du Québec qui permet justement d'éviter de confondre les cyanobactéries avec le pollen notamment. Pour terminer ce module, voici les éléments pour un lac en santé. Je vous ai mis ici à gauche une série d'usages qu'on a déjà un peu discuté précédemment. Et à droite, je vous présente ici une série de bonnes pratiques. Donc, à chaque usage, c'est bonnes pratiques. Donc, la première, je vous parle ici, c'est la gestion des eaux de ruissellement. Cette gestion-là va s'effectuer principalement par les municipalités, les villes qui vont prendre en main les eaux de ruissellement d'une façon environnementale. Donc, c'est de dire on va essayer de retenir cette eau-là, on va essayer de la retenir dans des bassins, dans des marais filtrants, on va essayer de la ralentir dans les fossés pour que cette eau-là puisse arriver moins rapidement, en moins grande quantité et plus proprement dans l'écosystème aquatique. Donc, cette gestion-là des eaux, c'est une gestion qui est de plus en plus fréquente, de plus en plus à la mode, mais qui a encore un bon bout de chemin à faire pour se retrouver partout systématiquement. La gestion environnementale des fossés, c'est une gestion, dans le fond, pour toutes les eaux des chemins, les eaux de ruissellement dans les chemins. Donc, il y a des façons de ralentir ces eaux-là, les trappes à sédiments, les seuils en enrochement. Il y a un paquet de techniques qui existent aujourd'hui pour diminuer les impacts des chemins sur la qualité de l'eau. Le travail réduit du sol, ça ici c'est une bonne pratique pour les activités agricoles. Ça consiste à moins compacter le sol, moins travailler le sol, souvent faire juste un labour de surface, ce qui permet au sol d'avoir une meilleure composition. Ça augmente le taux de matière organique dans le sol, ça évite d'affecter les vers de terre qui sont présents et qui ont un rôle clairement important pour travailler ce sol-là, transformer la matière organique, aérer le sol et le rendre plus perméable à l'eau. Je vais vous parler d'un exemple un peu plus loin. La meilleure régie des cultures. Donc, c'est sûr que cultiver maïs après soya, après maïs, après soya, ça l'appauvrit les sols. Donc, une meilleure régie de culture, c'est de faire des rotations de culture. Ça devient une pratique de plus en plus courante de nos jours, une meilleure régie des cultures, qui va avoir vraiment un gain pour l'environnement. Le contrôle de l'érosion. Le contrôle de l'érosion, on peut en parler à différentes sphères. Par exemple, pour les activités forestières, le contrôle de l'érosion, ce serait d'éviter l'orniérage, par exemple, d'avoir une bonne gestion de ces chemins forestiers, les nouveaux chemins qui sont créés. On végétalise les fossés, on fait des saignées, c'est-à-dire des sorties d'eau, des fossés vers la forêt. Il y a un paquet de bonnes techniques et de guides qui existent pour contrôler l'érosion, notamment dans les activités forestières, mais aussi dans les activités agricoles, la voirie municipale, etc. La protection des bandes riveraines. Les bandes riveraines ont clairement un rôle important à jouer. Ils ont plusieurs rôles, en fait, les bandes riveraines, tant pour la biodiversité, la faune, la flore, que pour la protection immédiate de l'eau. La bande riveraine, c'est le dernier filtre avant que l'eau atteigne le milieu hydrique. Donc, c'est important qu'il soit bien végétalisé, qu'il contienne les 3 strates de végétation idéalement. Donc, des arbres, des arbustes et des herbacées. Les herbacées sont les petites plantes qui vont avoir plus d'effet filtrant pour l'eau de ruissellement qui arrive en surface. Donc, les herbacées vont capter les sédiments. Ça permet une infiltration rapide de l'eau qui est plus sale en surface. Tandis que les arbustes, eux, vont avoir plus des racines plus profondes qui vont assurer une structure du sol, une solidité de la rive plus importante. Puis les arbres aussi également, mais l'arbre, lui, va permettre, dans le fond, à éviter que la pluie arrive trop vite dans la bande riveraine. Il y a un rôle à jouer aussi pour la biodiversité. Il va créer de l'ombre sur le cours d'eau. Donc, les 3 strates de végétation ont chacun leur rôle
et sont importantes d'être préservées. De là l'importance de protéger nos bandes riveraines, de les revégétaliser, idéalement avec les 3 strates de végétation, herbacées, arbustes et arbres. La revégétalisation, on parle de reboisement, comme par exemple un site qui a été coupé, une foresterie, il y a eu une activité forestière intense. La revégétalisation aide beaucoup à capter l'eau. Donc, revégétaliser les sites à nu, les sols à nu au plus vite, ça c'est vraiment important. La mise aux normes des installations septiques, c'est une autre bonne pratique, que ce soit au niveau autonome, donc des installations septiques plus performantes. Je vous donne ici l'exemple de municipalités qui ont adopté un règlement, par exemple sur le bord d'un plan d'eau, pour que toutes les installations septiques soient des fosses scellées. Donc, il n'y a pas de possibilité que l'eau contaminée, que l'eau de la fosse s'en aille dans le milieu naturel. La fosse, elle est scellée. C'est un exemple d'une pratique qui a été mise de l'avant et acceptée par les autorités. Par exemple, la mise aux normes des installations septiques par des installations fermées. Mais ne serait-ce que la mise aux normes des installations septiques plus traditionnelles, donc avoir des installations septiques performantes qui fonctionnent bien, ça limite considérablement les apports de phosphore dans nos lacs, dans nos plans d'eau. L'assainissement des eaux, nous avons depuis quelque temps un nouveau règlement qui vient contrôler les taux de phosphore des systèmes de traitement des municipalités, donc qui force un traitement plus avancé, plus efficace de l'eau pour diminuer les apports notamment de phosphore dans les plans d'eau. Quelques bonnes pratiques agro-environnementales. En fait, je vous parle ici d'un guide qui existe. Ce guide-là traite de la gestion des fumiers, de la gestion de la fertilisation, de la conservation des sols et la protection des cours d'eau et la gestion des ennemis de culture. C'est un guide qui provient du gouvernement du Québec, qui est très bien fait et on y voit beaucoup de bonnes pratiques. On parle de coûts de ces bonnes pratiques-là, on parle de changement climatique, de santé des sols, on parle de vers de terre dans ce guide-là. Donc, c'est un guide très intéressant pour les producteurs agricoles et pour ceux qui veulent parfaire leurs connaissances en agro-environnement. Je voulais vous parler d'un exemple d'agriculture pour vous montrer à quel point l'agriculture, le changement de pratique peut être bénéfique pour l'environnement. Donc ici, ce que je vous présente, c'est des informations que j'ai obtenues d'un monsieur François Durand, qui est ingénieur et agronome de la firme GMA, Groupe Multiconseil Agricole. Donc ce monsieur-là, monsieur Durand, lui a fait une étude sur les changements de culture, sur les capacités que ces changements-là peuvent avoir pour infiltrer plus d'eau. Puis ici, je vous montre juste une partie de sa conclusion qui étudiait ici un sol qu'on a changé de culture, de régie de culture. On a changé de pratique. Vous voyez, l'image ici montre des cultures intercalaires qui prévient, dans le fond, la mise à nu des sols à long terme. Donc, ça permet d'éviter que les sols soient à nu, ça redonne de la santé au sol, ça favorise, ça nourrit les vers de terre. Donc, tous ces changements de culture-là font que le sol, il devient beaucoup plus perméable à l'eau, il est capable de stocker beaucoup plus d'eau. Ici, dans l'expérience qui a été faite ici, on est passé d'une infiltration de 12 mm par heure à 50 mm en 25 secondes. Donc, vous voyez, l'échelle est vraiment différente. Là, on parle d'heures jusqu'à des secondes. J'estime que c'est 500 fois plus efficace. Donc, le changement de régie de culture, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, fait que l'eau s'infiltre 500 fois plus. Donc, c'est de dire que c'est de rien à tout. C'est de presque aucune infiltration à une infiltration totale pour ce champ agricole-là. Donc, suite à un orage, ce sol-là va absorber l'eau, va la maintenir, va la rendre disponible pour les cultures au cours de l'été. Ça va diminuer la sécheresse dans le champ. Cette eau-là est maintenue dans le sol. Elle est bénéfique et elle ne se retrouve pas dans nos cours d'eau.
elle ne se retrouve pas en grande vitesse dans les cours d'eau, elle n'augmente pas le débit des cours d'eau, donc la capacité d'un cours d'eau à s'éroder. Donc, l'agriculture ici là, représente vraiment un atout. Le changement de pratique agricole représente un atout considérable pour la qualité de l'eau. Je vous présente aussi ce qui a été fait là, pour le milieu municipal. C'est un autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales. Ça a été réalisé ici pour aider les municipalités à avoir une meilleure gestion de leurs eaux. C'est un autodiagnostic. Ça pose des questions pour savoir comment tu gères ton eau. Est-ce que tu pourrais t'améliorer? Quels sont les trucs pour s'améliorer, pour avoir une meilleure gestion des eaux pluviales? Ici, je vous présente un guide, le guide technique de gestion environnementale des fossés. Je vous présente ici la table des matières dans ce guide-là que vous pourrez retrouver sur notre site internet de la MRC du Granit. La table des matières, donc on parle de tiers inférieur, de paillis, d'ensemencement, de barrières à sédiments, de seuil de rétention, d'enrochement, etc. Donc tout plein de bonnes pratiques environnementales pour les fossés. Donc, ça termine mon module 1, ça termine mon exposé sur différentes bonnes pratiques. J'espère que vous avez apprécié ce module et si oui, je vous invite à visionner les modules suivants. Un merci spécial à nos partenaires financiers, la Fondation de la faune du Québec et Hydro-Québec. Merci beaucoup, c'était Rémi Morin pour le projet Luttons ensemble contre les espèces exotiques envahissantes. Merci.